on se retrouve donc pas sur un podcast donc du Power Show, mais plus sur une interview intimiste un petit peu. Aujourd'hui, on est avec Anto, donc il va se présenter un petit peu après. On va lui poser des questions pour que vous puissiez voir qui c'est. Le fond de la vidéo, pour que vous puissiez un petit peu saisir de quoi on va parler. On va parler d'Aerox. Donc il y en a peut-être qui vont être surpris que moi je parle d'Aerox. Vous allez comprendre pourquoi rapidement. Le but va être de démonter un petit peu le mythe de plus on en fait et mieux c'est. Je ferai pas de vanne là-dessus. Et de montrer en fait que on va faire le lien un petit peu avec on va dire ma prépa dans mon domaine d'expertise et également aussi l'expertise d'Antonin sur l'utilité de travailler la force en fait pour passer des paliers ou en tout cas pour essayer d'améliorer des chronos. Donc on espère que la vidéo va vous intéresser, même si c'est que le début. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapide pour dire comment t'as trouvé déjà ce que tu fais ici Comment j'ai trouvé? J'ai vu de la lumière. Non, bah, moi je me présente Antonin, je suis un des coachs de PowerCamp du coup, qui va être sur la partie cross-training et Aerox. J'ai été adhérent ici et j'ai fait ma formation pour devenir coach ici, parce qu'on m'a dit qu'il y avait les meilleurs coachs de toute la côte ouest qui se trouvaient dans cette salle. Donc, c'est ça que je devais dire. Non, pas du tout. Tu peux dire que je suis une merde, ça me dérange pas. Il n'avait pas de place pour trouver un bébé Jeps. C'est ça. Ah mais ça date maintenant. Il a fait ça il y a 10 ans au moins. Au moins. Et du coup, ouais, donc, pour essayer un peu de situer, toi aujourd'hui, ce que tu pratiques comme sport, est-ce que c'est genre, tu fais du crossfit toujours, tu fais plus de l'aérox? Je partage un peu les deux parce que je trouve que la prépa des deux est intéressante, un peu plus encore axée sur le crossfit, mais l'aérox me plaît surtout par la partie course à pied. Okay. Et fort long. Et c'est ce que tu faisais ça avant ou pas? Ouais, bah, à la base, avant de me mettre au crossfit, j'ai pratiqué le triathlon. Ok. Donc voilà. D'où l'appétence pour ça, quoi. Voilà, c'est ça. D'où préférence en plus pour la distance olympique, donc qui est le triathlon en distance M. Mais voilà, donc quand j'ai découvert l'aérox, je me suis dit tiens, on remet de la course à pied, on remet un peu de l'effort long sur du 1 heure, 1 heure et quart, ce qui est sympa, qui change de la haute intensité du crossfit avec des AMRAP de 6 minutes. Avec moins de technicité aussi peut-être sur le premier abord. Oui, voilà, bah, effectivement, l'aérox, quand j'ai commencé à m'y mettre, ça a été relativement facile. Le crossfit, quand j'ai voulu m'y mettre, j'ai découvert, sorti du triathlon, j'ai découvert l'haltérophilie, la gymnastique, j'ai fait la force, j'ai fait, ah ouais, d'accord, ça va être compliqué. Et en gros, là, depuis que l'aérox, parce que là, c'est assez récent en France quand même si tout le monde en parle, ça va faire 1 an et demi, vraiment que ça fait du bruit. Ouais. Toi, t'as fait quelques compétitions, je crois déjà. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir en faire qu'une seule parce que, en fait, toutes celles que j'ai voulu faire à chaque fois sont prises d'assaut. Ok. Ouais. Donc, là, je crois que c'est le problème un petit peu de. Ouais. Pour beaucoup de compètes, Paris, ça a été plein directement. Bordeaux, là, j'ai réussi à avoir ma place. Donc non, j'ai pu faire Toulouse, mais en last minute, j'ai un copain qui s'est blessé à la toute fin et qui m'a dit tiens. J'ai l'aérox de Toulouse, c'est dans 12 jours, si tu veux, vas-y. T'as fait un bon chrono parce que je crois que là, il y avait pas mal de personnes à la salle. Parce que pour rappeler aussi à ceux qui suivent les podcasts habituellement, on fait de l'haltéro chez nous. Il y a une petite partie force prépa physique que je gère, la gym avec Robin. Il y en a toute la partie crossfit, c'est une salle qu'on voit pas souvent dans les vidéos puisqu'il on poste moins dessus, mais il y a toute la partie crossfit et aérox. Et chez nous, il y a beaucoup de pratiquants en finale aérox qui ont fait également en même temps, je crois, celui de Toulouse avec toi. Toulouse, on était 5, 6, peut-être un peu plus. Bordeaux, on a essayé de ramener du monde, mais c'est vite plein. Toulouse, j'avais pas fait mon meilleur chrono parce que j'avais le genou qui était un petit peu capricieux. Donc, c'est où le meilleur temps que t'as fait? Parce que je me rappelle avant, t'avais fait un temps, on t'avait suivi avec la salle, t'avais fait un bon truc. Je crois, c'était hors truc sous les 1,15, mais voilà, c'est quand le genou il veut bien suivre sur la course à pied, ça y va, mais voilà. Et donc sous les 1,15 avec les poids, on va dire. C'était maintenant, je sais pas si on dit RX. Taille poids pro et poids open. Voilà. Donc avec les poids pro. Poids open. Open. Et tu peux rappeler ce que c'est? Poids open, ça va être 100 kg sur le tirage, 150 sur le sled en poussée, les farmers à 24, les wall balls à 6,
Ok. Voilà. Et les fentes à 20 kg, donc de l'effort quand tu viens du crossfit que tu es capable d'encaisser Plus facilement plus que quand facilement, tu fais ouais. que du running, quoi. Par exemple. Ok. Est-ce que toi, dans ta pratique perso ou alors pour rappeler aussi un petit peu tes coachs, donc tu prépares aussi pas mal de monde, notamment des personnes qui font de l'aerox, est-ce que pour toi, dans ta pratique ou dans tes coachings, tu trouves qu'il y a un truc qui fait plus rapidement progresser, que ce soit sur l'entraînement ou sur la prise de conscience? C'est-à-dire que je sais pas si ma question elle est claire, mais tu ouais. vois, Ce qui, pour moi, le gap au démarrage, quoi. Le gap au démarrage, ça va être d'avoir conscience de ses capacités. En course à pied, parce que ça représente une bonne partie, mais c'est la partie qu'on pourra travailler par exemple dans un deuxième temps, parce que ça peut aller assez vite, et d'avoir conscience de ses capacités sur les stations, Ok. sous fatigue. Donc de se dire, ok, j'arrive à pousser du sled, c'est bien, mais est-ce que tu arrives à pousser du sled sous fatigue, en ayant mal aux pattes, et en étant capable de relancer derrière? Et ça, pour toi, c'est le truc qui fait que quand les gens commencent à comprendre ça, en fait, il y a le réel gap pour pouvoir progresser. Ouais. C'est le déclic qui manque un petit peu aux gens au démarrage. C'est l'avantage qu'a Aerox quand tu as fait une compète ou même sans en avoir fait, c'est que c'est toujours le même format. Donc tu sais où sont tes points forts, où sont tes points faibles. Et si dès le départ, tu arrives un peu à trouver point fort, point faible, bah, tu vas pouvoir progresser beaucoup plus vite. Oui, t'as tes triggers, etc. Alors que dans le crossfit, typiquement, sur une compète, tu peux t'éclater, c'est-à-dire être nul. Et sur la compète d'après, re-être nul encore. Ouais, alors que t'as gommé tes lacunes, mais si la compète n'a rien à voir avec la ce que prog t'avais... ne te correspond pas, voilà. Alors que l'aérox, c'est toujours la même chose. Typiquement, si t'as été nul sur les fentes à un aérox et que tu les as pas bossés derrière, tu vas rester nul sur les fentes. Oui, t'as déjà la réponse. Ouais. Et en gros, pour toi, sur les débutants ou les intermédiaires, la plus grosse erreur, tu parlais justement de la mauvaise gestion des ergos, en tout cas de ne pas se connaître. Ouais. Ça peut être quoi pour toi la deuxième grosse erreur que les gens font quasiment tout le temps? De faire... Par exemple, entre la différence entre les adhérents qu'on a nous ici, parce que tu animes aussi des cours d'aérox chez nous, entre le gap peut-être sur les premiers cours qu'ils font et la compétition, c'est quoi le truc sur lequel ils se cassent les dents en fait? Ça va être de pratiquer trop de format aérox. Okay. On sait que c'est un effort qui va durer en moyenne, on va dire 1h30, un petit peu moins. Et c'est d'avoir des efforts, j'enchaîne du sled, un peu de run, je fais des AMRAP de 40-45 minutes, ce genre de choses, sans vraiment avoir le volume total et sans vraiment avoir la fatigue totale. Donc, ce qui fait qu'il n'y a aucun moment où la force, par exemple, spécifique est travaillée. Tu veux dire que même le fait de faire que des petits ateliers et de ne pas le faire dans la globalité, ouais. Ça c'est un défaut, et qu'à côté, non, pas assez de spécifique force. Ok. Parce qu'ils vont se concentrer trop sur le fait de devoir enchaîner, être sur de l'effort long, sans comprendre que bah ouais, tu as besoin quand même de ta force derrière avant tout, ton run, tu as besoin, mais l'aérox, ça reste un savant mélange d'endurance et d'endurance musculaire grâce à la force délivrée sur les exos. Donc un peu, si je fais le parallèle avec le crossfit, de personnes par exemple qui avaient énormément à une époque mis en avant le barbell cycling, avec, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de pouvoir enchaîner beaucoup de mouvements à la barre, donc le plus souvent des mouvements d'haltérophilie, qui mettent trop ça en avant avec des charges légères, puisque le crossfit il y a 10 ans, c'était quand même pas du tout les mêmes charges qu'aujourd'hui, et qui mettaient ça énormément en avant via du coup des techniques qui n'étaient pas forcément propres, et ça posait pas trop de problèmes, parce que quand tu as des ground to overhead par exemple à la barre, c'est plus du déroulé colonne qu'autre chose, et au fur et à mesure que, en tout cas de mon impression, que ça s'est pas professionnalisé, mais que c'est devenu plus dur en termes de charge, automatiquement tu te fais sanctionner si ta technique elle est pas propre. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de crossfitters maintenant qui font des formats altéro, des formats force, des formats gym. Ouais, typiquement sur le crossfit, c'est l'altéro vraiment qui a pris un tournant là-dessus, hein. Louis elle l'a vu aux affiliates, mais les crossfitters, il y en a beaucoup qui se spécialisent dans l'altéro parce que ça fait rapporter beaucoup de points sur des ladders, et puis ça permet d'être plus économe dans des WOD. Oui. Donc les gens ils se disent ok, il faut que je bosse des points très spécifiques. Oui, les crossfitters, ça ils l'ont compris quoi. Ouais. Et à ton avis, je sais pas si tu as la réponse à ça, hein, parce que je l'ai pas forcément, mais comme tu côtoies plus de gens qui en font, est-ce que tu saurais dire pourquoi les gens qui font de l'aérox sous-estiment autant cette partie entre guillemets de travail sur la force? Parce que pourquoi c'est aussi éloigné de Aerox, on réussit le pari de présenter des courses accessibles.
de vendre à tout le monde que l'Aerox est accessible, ce qui en soi est vrai parce que les charges, on peut réussir à les déplacer. Je parle uniquement pour de l'open, pas pour du pro. Mais un Aerox en open, qui soit fait en solo, en duo, même en relais, c'est quelque chose d'accessible. Oui, Pas facile. N'importe qui est pas sédentaire, qui fait un peu de sport, va pouvoir bouger les charges, faire les mouvements. Si on a la capacité de courir ne serait-ce que 4-5 km, parce qu'on en a 8 à faire à l'Aerox, mais pas d'affilée, on doit bouger des charges lourdes sur des tapis qui glissent relativement bien. Ça dépend des compètes, apparemment. Sauf au championnat du monde, apparemment. Mais c'est quelque chose d'accessible et donc tout le monde le voit un petit peu comme un défi. Comme on pourrait prendre, à l'époque, je faisais un triathlon S, oui, j'ai besoin de nager une très courte distance sur un 750 mètres, ok, j'en suis capable. Un Aerox reste accessible, donc les gens n'en ont pas peur et généralement vont se casser les dents sur des choses inattendues, des charges. C'est plus des défis coup de tête un peu que des mecs peuvent se mettre qui sont un peu sportifs, on va dire, peut-être, c'est pas péjoratif de dire ça, mais peut-être plus des sportifs un peu du dimanche qui se disent, tiens, là pour me challenger, je vais me faire un Aerox. Et en fait, il va pouvoir le faire même sans trop se préparer. Et du coup, la notion de force, elle est peut-être mise de côté parce que, je sais pas, peut-être que, est-ce que les mouvements pour toi, le fait qu'ils soient peut-être plus simples ou moins techniques, fait que du coup, on se dit qu'il y a moins besoin de force ou je sais pas, ou est-ce que comme la dominante, c'est le cardio au final et l'endurance musculaire, pardon. Est-ce que c'est pour ça que du coup ils se disent que la force n'est pas nécessaire? Il y en a beaucoup dans cette histoire de défis, machin, parce que Aerox est vendu comme une course. Donc on va prendre la partie course, donc ils disent il faut que je sois bon sur la course à pied. Ils font beaucoup de courses à pied et beaucoup d'efforts longs justement avec cette endurance musculaire. Alors que c'est pour ça que ça les induit en erreur, alors qu'ils pourraient être meilleurs s'ils avaient fait leur force juste avant. Et effectivement, vu qu'on est sur des mouvements qui demandent un peu moins de technique, même si la technique va aider, ils se disent que ça sert à rien de les travailler en spécifique. Pourquoi faire des fentes à la barre lourdes, bien placées, alors qu'au final j'ai un sac de sable sur le dos. Mais ça, tu l'avais eu en cours, ça? Ouais. T'avais des gens qui disent pourquoi on fait des fentes. Voilà, aujourd'hui il y a du front squat. Avec la barre, je fais de l'Aerox. Ouais, mais ça a un intérêt justement pour être plus à l'aise derrière. Donc oui, c'est effectivement ce côté accessible parce que pas trop de difficultés, c'est des judging parfois un peu cool. Ça dit aux gens ok, il est en galère le pauvre, ok, je vais lui accorder sa fente, je vais lui accorder son wall ball. Ils sont plus sadiques dans le crossfit, quoi. Pas forcément, pas forcément non plus, mais voilà, c'est un peu un côté négatif de l'Aerox, c'est qu'on pourrait mettre l'accent dessus et dire aux gens si on est technique, nickel, ça va vous améliorer, vous allez être plus performant. Est-ce que tu connais, ou même toi, est-ce que tu as eu ça dans ta pratique, des gens qui sont, on va dire, même chauds en cardio, des adhérents de la salle, très chauds en cardio, et qui justement se sont pété les dents un peu en compète ou sur des tests Aerox parce que justement pas assez de force, alors que leur cardio, on peut les considérer comme des gens qui ont un très très bon niveau. Oui, des gens sur de l'Aerox, alors qui partent sur du pro, et qui au final mettent énormément de temps parce que le sled ça bloque. Le sled ça arrive plus à avancer et le sled on est quand même sur la 2e et 3e station sur 8. Donc quand ça commence à bloquer au sled, dès le début c'est chaud, va être très long. Ou même je vois un adhérent de la salle qui court en 3,50 au kilomètre. Donc ça cavale bien. Ça pédale, ouais. Voilà. Derrière les wall balls, c'est pour les sortir en 12 minutes. En open, donc malgré que ce soit que 6 kilos, en fait le cardio il est bien, mais tout est perdu à cause de ce manque de force derrière. Donc oui, des exemples concrets de personnes très fortes en course à pied, en cardio de base, qui se cassent les dents sur de la force à cause des exos, j'en ai quelques-uns. Et justement, on essaie de retravailler là-dessus. Sur des blocs, etc. Voilà. Et est-ce que, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que c'est une question de mental ou de comment dire, de manager différemment sa douleur ou la résistance à l'effort. Est-ce que pour toi justement ça peut être, par exemple pour le sled, si on parle de sled push ou de sled pull, est-ce que pour toi c'est uniquement ça, ou parce que là on parle de force, mais est-ce qu'il y a ça aussi qui rentre en compte? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent en fait c'est pas forcément que je suis pas assez fort, c'est que mentalement j'étais pas prêt à ce que ce soit aussi violent, tu vois, ils disent qu'ils prennent des grosses claques parce que ils sont pas encore câblés pour résister à la douleur, quoi, tu vois. Il y a un gap, tu vois. Ouais, effectivement, ça peut jouer. Ce
Ce qui joue aussi dans ta compète, ça va être l'effervescence. Mais des personnes qui se sont dit oui, j'ai réussi à pousser le sled, c'est bon, dans ma salle. On est beaucoup de salles à être équipées, mine de rien, avec des gazons synthétiques, des turfs. Bah, on se rend compte quand on va sur la compète d'Aerox et quand on en fait que les turfs, c'est pas les mêmes. Donc des gens qui c'est du passage, voilà. Peut-être une connerie, hein, mais si tu passes le dimanche et qu'il y a eu 2 jours de compète avant... Bah, ça peut jouer, mais surtout qu'ils ont des moquettes qui accrochent vraiment bien. Et les gens qui s'entraînent trop... en ayant des œillères, genre un Aerox, c'est 1000 mètres de skière, c'est telle distance au sled, tel poids au sled et compagnie, bah généralement ils se cassent les dents parce que bah voilà, comme on a déjà entendu parler, entraînement difficile, guerre facile, bah mine de rien, des fois sur un Aerox ça prend son sens parce qu'on était capable d'encaisser plus dur, plus lourd à nos entraînements pour que l'Aerox se passe le mieux possible. Et pour toi du coup, quelle serait la logique pour quelqu'un qui voudrait soit commencer un Aerox, débuter, ou soit quelqu'un qui voudrait améliorer en gros son chrono. En gros sur une logique de prépa, c'est quoi les bases, comment on commence en gros pour toi? Comment tu commences? Bah, pour structurer un petit peu, tu vois, les phases d'entraînement. Déjà, bon, faut voir à M- combien on est de la compète, mais effectivement, si t'as le temps. Si t'as du temps, bah il faut travailler dans un premier temps sa force parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps à se développer. Ok, un cycle de force, c'est toi spécialiste, mais 12 semaines, un mois, entre 6 à 12 semaines pour un cycle de force complet, ça reste du minimum sur du vrai. Quand on parle du squat par exemple, on a souvent des grosses prog. Ouais, sur les trucs de force, oui, c'est sûr que ça se fait. En fait, ça dépend, comme tu dis, du temps que tu as, de là où en est la personne. Et aussi de sa technique. Ça, moi, je sais que je l'ai vu et je sais que tu le vois aussi sur les coachings que tu as. Le problème, c'est que tu fais un cycle de force, si la personne elle n'est pas bien placée, etc., ça peut poser problème parce que du coup, tu n'as pas un mouvement qui est efficient. Mais sinon, ouais, sur du 4 à 6 semaines, tu peux déjà bien entamer le truc. Si tu parles de personnes qui connaissent les mouvements, effectivement, mais du coup, partir forcément sur une première base de force avec de la zone 2, enfin une construction de base au niveau de ton cardio, des efforts un peu longs mais vraiment tranquilles. Et au fur et à mesure, dès que la force commence à se développer, sur la fin, tu développes toute ta partie cardiovasculaire et tu essayes de voir un peu tu essayes de travailler sur ton run. Ok. Ça sert à rien, comme je disais au début, de travailler ton run à fond et de te dire ouais, je vais être capable de courir un Aerox à 4 minutes au kilo, à 3,50 au kilo, pour derrière passer 15 minutes sur chaque exo. C'est nul. Donc en gros, si je résume, c'est bloc de force au début pour pouvoir entre guillemets encaisser les charges. Je fais le parallèle aussi, même si c'est pas le premier truc, mais c'est sûr et certain que par exemple quelqu'un qui a, tu me dis, hein, mais à mon sens quelqu'un qui a pas un très gros cardio, qui arrive à bouger facilement, par exemple 250 kg au sled, il sera meilleur que quelqu'un qui a un super cardio et qui a du mal à bouger 250 kg au sled. Il te faut le compromis. Oui, c'est sûr, il faut quelque chose à mi-chemin. Ouais. Mais moi je le vois par exemple sur les WOD de CrossFit, des WOD où il y a des barres un peu lourdes. Alors après c'est relatif, hein, mais genre typiquement t'as des mecs comme Charles des fois. Donc vous connaissez pas, c'est pas grave, mais des mecs très forts qui vont être moins impactés par des ateliers qui sont très légers pour lui, mais qui vont être impactants pour d'autres et automatiquement ça va les mettre plus dans le mal au niveau du cardio, comme la charge. Forcément, ouais, si tu as plus de masse musculaire, si tu bouges plus facilement, tu vas moins te cramer, donc derrière, mine de rien, ton point faible cardio va moins se ressentir. Et tu vas moins taper aussi musculairement, parce que je pense que même en termes de récup, quelqu'un qui est plus fort va mieux récupérer puisqu'il y aura moins d'impact musculairement et même nerveusement. C'est-à-dire que nerveusement, si ton Aerox c'est déjà un peu dur, que tu sors du sled, t'as les cuisses qui sont congestionnées et que t'arrives plus à courir derrière, oui, là, parce moralement tu prends un coup. Si tu sais que t'es pas le meilleur en course à pied, mais que les exos ne t'impactent pas plus que ça, ok, tu dois réguler ton c'est presque un peu l'histoire de La Fontaine avec le lièvre et la tortue. Genre, tu pourrais très bien mettre un mec qui court à fond et qui à chaque atelier se fait sécher, alors que le mec qui court moins vite mais qui arrive à être un monstre sur les ateliers parce qu'il est constant, en fait il arrive à être beaucoup plus rapide au chrono à la fin, quoi. Bah, c'est pour ça qu'on te teste sur un Aerox et on verra. Moi ça va. Moi.
Moi, j'ai pas envie de canner. En gros, là, on a bien distingué donc en gros le démarrage. Tu dirais que c'est quoi la deuxième phase pour après, donc une fois que tu as bien développé ta force, dissocier en gros d'avant ta compétition, ce que toi tu bosserais ou ce que tu fais bosser à tes coachings ou autre? Bah, une fois qu'on a bien travaillé notre force brute d'un côté, on va essayer d'élaguer un peu tout ça et d'avoir un transfert sur nos ateliers. Si je schématise de manière très rapide, hein, ça va être du gros travail, j'ai une connerie de fente à la barre. Ouais. Ok, on apprend le travail de fente à la barre, que ce soit sur place, en fente marché ou quoi. Et derrière, comment est-ce que je le transfère en fente marché sur une distance aérox avec un petit peu de pré-fatigue. Comment est-ce que j'ai réussi à impacter ça? Donc, je vais diminuer un peu mes charges, mais je vais augmenter mon volume. Tu fais le trait d'union, quoi. Voilà. Je suis pas encore sur un format aérox total, mais je suis à mi-chemin entre... Je te demande ça parce que, là, je t'en avais parlé un petit peu avant, mais en gros, moi, sur mon domaine d'expertise, on va dire, j'ai préparé une prog axée justement sur le développement de la force, sur quelqu'un qui veut faire une compète aérox, justement. Donc, mon premier mois, en gros, sur 3 mois, et je t'en ai montré un petit peu, mais tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses. Le premier mois, je l'ai axé sur quasiment que des mouvements autres presque que l'aérox, à part par exemple le push sled, mais dedans il y a du squat, il y a du tirage, etc. Parce que pour moi en fait tu peux pas développer réellement la force en faisant les mouvements, c'est bête à dire, mais les mouvements d'aérox. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir gagner en force sur les épaules et sur les cannes parce que tu fais des wall balls. Je sais pas ce que tu en penses, mais du coup j'ai mis d'autres ateliers en précisant bien à chaque fois à quoi sert tel atelier en corrélation avec ceux de l'aérox. Est-ce que pour toi c'est judicieux de faire ça? Parce que là tu me disais que par exemple tu fais des fentes lourdes et après tu viens faire des fentes un peu plus légères et remettre un rythme. Est-ce que pour toi ça peut avoir une logique sur le bloc force de faire des mouvements que tu n'as pas du tout dans l'aérox? Oui, parce que même moi de la manière dont je programme la salle, typiquement, oui, on est équipé d'un sled, comme dans beaucoup d'autres salles, mais comment tu gères une séance à 12-14 personnes avec un sled? Comment tu peux leur développer leur force dessus? On s'attaque à du squat, typiquement pour le bas du corps. Sur le haut du corps, ça va être des séances de bench. Voilà. Ouais. Et de ce que j'ai vu, de ce que tu m'as montré, on a aussi cet avantage d'avoir plein de mouvements qui vont aussi être bien pour le quotidien, des mouvements un peu plus fonctionnels ou autres, que rester sur du sled push, du sled pull, qui vont nous faire travailler un peu aussi certaine part de nos mobilités. Oui, complètement, il est en meilleure santé. Ouais. Des split squats et tout, voilà, ça, c'est les squats des bulgares. Avoir des progs qui ne sont pas axés que 100% aérox, mais qui ont un intérêt pour développer ton aérox, ça a aussi un intérêt de manière globale sur ta vie de tous les jours, être plus mobile, plus fort et en meilleure santé, quoi. Comme au même titre, alors même si sur le crossfit ça paraît plus évident, mais je pense plus à des sports de force. Les haltéros, ils vont faire des fois des phases de volume, d'hypertrophie. Ceux qui font de la FA aussi. Et ceux qui font du body font pas que de l'hypertrophie, ils vont faire des phases de force aussi. Donc je pense que l'athlète d'aérox doit aussi parfois mettre de côté un petit peu ses mouvements spécifiques. Comme par exemple l'haltérophile, il va pas faire que de l'épaulé jeté ou de l'arraché, quoi. Ils en font beaucoup. Oui, c'est vrai. En tout cas, ici, énormément. En gros, juste pour tu me donnes ton avis un petit peu, sur le premier mois, parce que moi j'ai fait un truc axé vraiment développement de la force, avec sur 3 jours, pardon, un jour bas du corps, développement de la force, haut du corps pareil, sur le deuxième, développement de la force, et le troisième, plus quand même l'esprit aérox, même si on n'est pas encore dans du spécifique, mais avoir un petit peu plus des ateliers, les mouvements que tu as sur la compète avec 2 jours optionnels, tu vois. Plus zone 2, cardio et exercice d'assistance. Mais sur une construction comme ça, toi, c'est quelque chose qui te semble cohérent Oui, parce que en plus dans ce que j'avais vu, effectivement, avoir ta force du haut du corps, du bas du corps, qui va te permettre d'être plus à l'aise sur les ateliers, avoir toujours un petit peu de travail de transition, et en plus avec tes séances optionnelles, ça va dépendre des profils de chacun. Certains qui par exemple sont pas très bons en course à pied pourront peut-être squeezer ces séances pour faire 2 vraies séances course à pied,
mais en ayant aussi tes séances force à 3 mois de l'échéance, ça permet d'arriver bien préparé. Ok. Et ceux qui sont déjà à l'aise en course à pied peuvent prendre les 5 séances avec un peu plus de travail de force pour améliorer ça qui peut être un point faible. Voilà, à partir du moment où tu cours. Enfin, j'estime que quand tu cours déjà en dessous des 4 minutes au kilo, Oui, ça quand même. Surtout si tu arrives à le maintenir avec les Voilà, ateliers, quoi. sur chaque séance, ça cavale quand même bien, que ce soit en solo, en duo, en pro ou en open. Donc derrière, là où tu gagnes du temps, ça reste mine de rien un peu les ateliers. Donc en gros, ça, c'est cohérent. Et après, pour reprendre ta logique, sur les 2 autres mois que j'ai fait, puisqu'en gros, la construction, tu as M-3, M-2, M-1. Mais pour savoir, toi, comment tu t'es préparé sur ta compétition à Rox, moi, j'ai calqué un petit peu un modèle de prépa physique, on va dire standard. C'est-à-dire qu'en gros, on a la force au démarrage, on en a parlé. Après, on est plus sur la capacité. On développe, quand je parle de la capacité, là, sur l'Aerox, ça va être vraiment la capacité à générer de la force, mais sous la fatigue. Et après, sur le dernier mois, on est vraiment sur du spécifique. Typique avec des mini-formats Aerox, des variations d'intensité, que ce soit sur la gestion de l'effort, mais aussi la gestion du mental, du souffle, toutes ces parties-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose que toi, tu as retrouvé dans ta prépa à toi pour ton Aerox, ou c'est quelque chose que tu aimerais mettre en place, ou que tu penses que si jamais tu le mets en place, ça pourrait te faire progresser? Désolé, il y a plein de questions. Dans ma prépa perso pour Toulouse, je l'ai pas attaqué comme ça parce que j'ai eu 10 jours pour préparer Toulouse. Ouais, donc short. Autant te dire que le développement de la force a été limite, même si au final pour préparer Toulouse en 10 jours, je savais mes capacités de course à pied. Je me suis entraîné sur tous les ateliers, mais plus lourd. Ouais, mais sur du 10 jours, t'es quasiment sur du spé compète, quoi, tu vois. Oui, mais tu vois, j'ai fait du spé compète, mais à plus lourd. Parce que je savais que je le faisais en open, j'ai pris toutes les charges pro. Comme ça, j'avais un petit peu ce travail de force. Et à les jours de la compète, je savais que ça allait être un peu plus. Et un petit peu prépa mentale quelque part. Ouais, voilà, c'est sûr que quand t'arrives à te tabasser les 100 wall ball à 9 kilos, quand t'arrives à 6, tu te dis ça va un peu mieux déjà. Donc, non, mais c'est ma manière aussi pour moi de construire les programmations et d'Aerox que j'ai en coaching perso. Donc, non, je la trouve intéressante. Et ouais, si demain, moi, je te dis, voilà. Prépare-moi sur tel Aerox et que tu me sors une prog dans ce style-là, c'est pas quelque chose qui va me surprendre. Je vais me dire, ok, c'est bien parce que j'ai mes points forts, mes points faibles, j'ai ça. La seule chose qu'on peut rajouter durant ces 3 mois, ça va être 1 à 2 runs par semaine. Oui, mais ça, je l'ai mis en optionnel. Voilà. Et ça, typiquement, je l'ai mis en optionnel parce que, avec genre des indications sur l'intensité, etc. Mais je pars du principe qu'il y a peut-être des gens aussi, qui se préparent à côté, mais qui veulent quand même faire les cours de leur salle. Typiquement, il y en a qui veulent continuer à faire un WOD, d'autres qui veulent faire un cours d'Aerox, d'autres qui font leur sortie running, tu vois. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis en obligatoire dessus, tu vois. Oui. Mais typiquement, oui, c'est des blocs pour moi qui sont, tu peux pas l'enlever. C'est comme des mecs qui font c'était rugbyman, les mecs qui font du rugby. En hors saison, ils vont faire beaucoup plus de phases de muscu, etc., de salle. Ils vont être moins sur le terrain. Par contre, ils sont quand même toute l'année sur le terrain. Genre, il n'y a pas des phases où ils touchent pas un ballon. Tu vois. Donc, je pense que la course, c'est le truc de l'Aerox que tu peux pas enlever du tout de ta prépa. Non, parce que ça représente beaucoup sur une course. Mais après, voilà, il y a aussi le fait de... Quand tu as déjà aussi bossé ta force et tout, tu commences à avoir plusieurs courses à ton actif et tu te rends compte que c'est la course pour toi qui fera vraiment la différence sur un chrono. Par exemple, typiquement, voilà, je cours à 5 minutes au kilomètre. Les exos, j'ai bien taffé ma force. Je sais qu'à partir de ce moment-là, c'est la course qui va faire la différence. Je vais me spécialiser dans la course à pied. Voilà, c'est un peu cet équilibre entre chacune des courses et entre chaque saison. Est-ce que la course, je peux encore gratter du temps? J'ai gratté du temps sur la course, mais j'ai peut-être baissé un petit peu sur mes exos. Donc toujours des fois des grosses phases de force, des phases de... Oui, et puis je pense que c'est plus facile de timer, entre guillemets, ton niveau sur la course, puisque ton niveau sur la course, tu vas le voir assez rapidement sur ta montre ou quoi, combien tu cours au kilomètre, alors que même si quand tu fais de l'Aerox, tu vois quel temps le temps que tu passes sur tel ou tel atelier, mais des fois, je veux dire, c'est moins peut-être quantifiable, tu vois, sur le fait de pouvoir mesurer. Est-ce que là, sur le stage, j'ai été performant? Ah oui, mais en fait, j'ai récupéré un petit peu trop, je me suis arrêté 2 fois, alors que sur la course, tu vois, je cours à tant de kilomètres, c'est plus facile d'avoir ce vecteur-là pour progresser, je pense. Tu parlais vachement de course à pied.
quoi pour toi les grosses blessures ou les bobos entre guillemets que les gens peuvent avoir quand ils pratiquent de l'aérox? Et à ton avis, c'est lié à quoi? Grosse Moi, blessure. sans te donner d'indice, moi sur la course à pied, ce que je vois, Ouais, c'est bon, en fait, quasiment- voilà, je vais pas avoir en tête comme ça de grosses blessures, j'en aurais pas, mais des blessures beaucoup plus courantes par contre, ça va être de la périostite, de la tendinite et compagnie. ça Donc, rentre des de l'essuie-glace aussi. Ouais, voilà, toutes les blessures liées à la course à pied où les gens ont voulu partir trop longtemps, enfin, trop vite, trop fort sur leur course à pied. Et Des du blessures coup, de coureur, quoi. Ouais, voilà. Plutôt que des blessures d'aérox, je sais pas, je me suis luxé l'épaule, ce genre de choses. Non, Ouais, j'en ai et ça, pas. il y a moins que dans le crossfit, ça. Ouais, non, c'est pas vrai. Des épaules solides, des fois. Mais non, ouais, c'est plus des blessures de course à pied que dues aux ateliers. Donc c'est comment gérer un peu son intensité de course à pied au démarrage. Moi, j'ai plus ça en tête. Et pas de, entre guillemets, pas de blessure ou de risque, par exemple, le fait de mal pousser un sled ou sur les wall balls? Ou est-ce que tu penses que le fait d'être mal positionné te sanctionne tellement vite que du coup, tu peux pas réellement, tu vois, avoir un mauvais mouvement qui crée derrière une blessure? En fait, je trouve que les charges sur l'Aerox qui est abordable, donc le open au niveau des charges, les charges sont suffisamment légères pour ne pas trop risquer la blessure. Même si tu dégrades un peu le mouvement, c'est pas gênant. Là où il y a des risques un peu de blessure, donc ça va être un peu au dos, un peu aux hanches ou quoi, ça va être fente et wall ball. Pourquoi? Un peu le rameur aussi, mais parce que les gens manquent de mobilité. C'est vraiment, Ouais, ils sont trop raides, Ouais. surtout les profils qui viennent de la course, quoi. Voilà, sur la chaîne poste et sur l'ouverture, enfin si on prend l'aérox en tant que tel, en termes de mobilité, Sur les on wall demande, voilà, on demande juste d'être capable de faire un squat complet, poitrine sortie. Mhm. C'est pas, voilà, c'est quelque chose qui peut être facilement accessible et qui même d'un point de vue de vie, on devrait tous Oui, être capable mais- de Mais pouvoir par faire un contre, qui squat. peut demander un peu de prépa peut-être pour des gens qui sont pas du tout, qui sont pas initiés à ce type Voilà. de discipline, quoi. Le Mais- coureur, même si le mec il court, il fait 4-5 sorties par semaine, s'il a pas du tout ce type d'exo dans sa pratique, il va faire un truc avec les genoux qui avancent pas, le bas Ouais. de dos qui s'arrondit, et ça va être compliqué C'est pour ça, les wall balls, du coup quoi. ça fait des wall balls hyper énergivores, voilà. Mhm. À risque de blessure un peu, mais surtout Oui, ça sur la zone longueur. fait perdre de la qualité et de l'efficacité sur tous les mouvements. Oui, 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 c'est pas efficient du tout. Ouais. Et là où je vais faire un parallèle un petit peu sur toi, les coachings que tu as, parce que toi, tu fais beaucoup de coaching perso. Donc, j'ai entendu la dernière fois aussi que tu as préparé Mathieu là, à la salle qui se prépare pour l'Aerox. Est-ce que pour toi, il y a un réel impact? Moi, je pense que oui, je pense que automatiquement, mais est-ce que tu peux l'expliquer en quoi c'est important peut-être pour certaines personnes d'être accompagnées, pas que sur forcément un programme, ou pas sur les classes? Normalement, on a un peu tu peux avoir un peu ça selon le volume que tu as de personnes en classe, mais d'être accompagné sur la technique, sur les mouvements justement, pour progresser correctement. Ça rebondit sur ce qu'on a dit avant, sur l'efficience d'un mouvement. On peut faire travailler les gens lors d'un groupe classe ou lors d'une prog en distanciel, mais toutes les corrections sur la prog en distanciel ne vaudront jamais les corrections d'un coach à ce moment-là. Donc avoir un coach sur une prépa perso, c'est intéressant parce qu'il va vraiment pouvoir cibler de manière très précise tes points forts, tes points faibles lors de ta préparation. Je prends l'exemple des groupes classes, il y en a qui vont arriver qui sont très efficaces, qui sont très forts sur les burpees. Ils sont hyper explosifs, les pompes ça leur pose pas de problème et tout. Donc quand on a une phase de développement avec du bench, des HRPU ou ce genre de choses, c'est pas qu'ils perdent leur temps, mais par exemple ce serait plus intéressant pour eux qu'ils aient un travail sur les fentes ou sur du farmer qui est un petit peu plus un point faible pour eux. Ok. Donc c'est là où l'importance d'avoir ton coach perso pour t'apprendre à faire tous ces mouvements de préparation de force, squat et compagnie, machin, pour avoir un meilleur transfert sur tout. Et ce qui n'est pas forcément facile entre guillemets à intégrer, je pense, parce que moi je fais le parallèle avec ma discipline par rapport à la gym ou à l'haltéro avec Louis et Robin, mais quelqu'un qui fait un arraché dégueulasse ou un handstand walk dégueulasse, ça se voit très fort tout de suite, et la personne s'en rend compte aussi très fort et tout de suite. Alors que le squat, même la course à pied, hein, les gens ils disent je prends une barre, je descends, je remonte. Mais en fait, t'es pas efficient. Un rameur.
Mais complètement. Les gens ils se disent bah ouais bah je prends la poignée, je tire quoi. Sauf que le problème c'est que comme c'est des mouvements qui sont plus facilement accessibles, c'est-à-dire que ça ressemble plus facilement à quelque chose. Moi demain je vais courir. Quelqu'un qui me dit bah tu sais pas courir, je dis mais gros je viens de courir. Mais par contre ma course à pied par rapport à un mec qui fait réellement de la course à pied et qui a développé sa technique de foulée etc. Ça n'a rien à voir. Que ce soit sur l'efficience ou même sur le risque de blessure. Moi j'ai plus facilement me chibrer je pense si je cours. Que quelqu'un qui a l'habitude. Donc je pense que ouais, l'accompagnement il est nécessaire et que c'est un gros point positif. C'est juste je pense que la discipline souffre. Il y a le chien qui pleure, je vais lui mettre un coup de pompe. C'est pas vrai. Hein. Je pense qu'il y a plus facilement de gens qui se sentent concernés par le fait d'être accompagnés sur des disciplines type haltéro au gym que l'aérox. Je pense que ça prend un peu plus de temps. Je sais pas ce que tu en penses. Des gens vont moins facilement aller prendre un coaching perso, alors que, ce que je dis souvent, quand vous commencez, le mieux c'est d'être accompagné le plus correctement possible parce que ça vous évite après de désapprendre et ça prend beaucoup plus de temps de désapprendre des trucs dégueulasses avec des habitudes que vous avez pris au cours de 1 ou 2 années, 1 ou 2 années, plutôt que d'apprendre directement comment pousser correctement. Je vois par exemple un sled sur les cours. Si tu fais pas de correction, en fait t'as tout quoi. Ouais, si voilà. t'as 10 personnes qui poussent de manière différente quoi. Bah, sur 10 personnes, les 10 vont réussir à pousser le sled d'un bout à l'autre. Mais ça va pas être efficient. Tu sais qu'à force, le risque de blessure est important. Mais l'accompagnement, ouais, bah, je fais le parallèle moi avec le triathlon. Quand tu veux préparer ton premier triathlon, bah, si tu regardes sur le papier, c'est nager, faire du vélo et courir. Est-ce que tu as besoin d'un coach pour faire ça? Pas forcément, parce que tu sais faire du vélo, tu sais courir et tu sais nager. Je pense que la limite, le coaching que les gens prennent quasiment le premier en triathlon, c'est natation. Ouais, voilà, parce que t'as beaucoup de gens qui ne savent pas forcément bien nager, ne savent pas avoir une nage optimale, mais le vélo, ils vont pas prendre de coaching. Alors que bah, quand tu prends un triathlon, potentiellement, c'est sur le vélo et la course à pied et que ça se joue sur les longues distances. Oui, c'est là. Oui, parce qu'en fait, comme tout le monde se prépare sur la natation, ça. Ouais, mais même par rapport aux distances que tu as à faire, c'est la natation qui représente la plus courte distance et la plus courte durée. Donc c'est là où les gens ils se disent bah attends, ça va, je sais nager, je vais à la piscine, je sais faire du vélo, je me balade en ville en vélo, et puis courir, c'est bon. Je pense que le vélo doit y avoir personne qui prend des coachings de vélo. Alors que si tu t'apprends à être efficient sur un vélo, c'est fou comment t'es économe. Bah même juste à pédaler, tu le vois rien que même pas sur du vélo en sortie de route, mais sur un vélo, sur un éco-bike où tu peux changer les pédales parce qu'il y a aussi l'intérêt avec les pédales spécifiques pour pouvoir utiliser sa chaîne poste avec les ischios. Mais il y a une réelle technicité sur la manière de pédaler. Donc c'est pour ça que ton intérêt à l'aérox, les gens ils se disent oui bah voilà effectivement si je fais n'importe quoi au rameur, de 1 ça se verra pas et de 2 je vais pas tout le temps le sentir. Ça se verra moins que sur les wall balls. Voilà, par exemple. Et en gros pour terminer là-dessus, comment toi tu pourrais résumer si tu avais 3 conseils à donner à quelqu'un pour bien se préparer sur l'aérox, on va dire, je sais pas si ça va être différent ou pas, mais 3 conseils à donner pour un débutant et puis 3 conseils à donner pour quelqu'un qui va améliorer son chrono, qui a déjà fait une compète. Si on commence par le débutant. En vrai non, les conseils vont être un peu les mêmes, hein, mais j'irais apprendre à se connaître, donc tester les stations, voilà, sur un format. Moi j'ai un format que j'aime bien mettre en place qui permet de connaître un peu son chrono global aux stations et voir si c'est un point fort ou un point faible. On allie course à pied, station, course à pied. Donc ça peut être un premier point, donc apprendre à se connaître, gérer sa force. Gérer sa force, c'est la travailler, développer sa force et se tester sur un format type aérox. Donc ça peut être un demi-aérox, ça peut être des stations mises dans un certain ordre, ça peut être un aérox un peu plus long ou autre. Donc c'est presque en fait le résumé des 3 pôles qu'on a vus, c'est force, capacité et après en gros spécifique quoi. Ouais. Et quelqu'un qui voudrait améliorer son chrono et qui en a déjà fait un, du coup ça serait de reprendre en fait un peu les mêmes points clés, c'est-à-dire peut-être bosser plus sa force mais sur le point faible qui la station pêche. spécifique.
Sur un débutant, c'est de travailler sa force de manière générale. Sur un confirmé qui veut se développer, c'est de travailler sa force de manière beaucoup plus spécifique sur son point faible. Si ça a explosé, je reprends, si ça a explosé sur les fentes, bah il va falloir aller travailler la fente. Hein. Oui, parce qu'il y a rarement de gens qui explosent sur la course. Ouais, si, il y en a. Ah, sur la course, ouais. Ouais, bah alors. J'ai l'impression que ce qui les fait exploser sur la course, c'est l'atelier d'avant en fait. Il y a deux choses. Il y a le fait de l'atelier d'avant, de l'avoir mal géré, parce que être pris par l'euphorie en fait. Ok. Ouais, il y a le public, c'est machin, on est dans un sas de départ, 10 secondes qui s'affiche, qui défile, 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, Mon premier kilomètre, ça, il faut que je le cours en 5-10, je regarde le chrono, il m'a affiché 4-15, je me dis, oula, peut-être y avoir un souci. Puis ou alors, oula, je suis chaud. Ouais, voilà, je suis chaud, et puis à un moment donné, ça fait popcorn, donc ça peut arriver que ça explose, mais parce que c'est dû à une mauvaise gestion de l'ensemble. Ok, ça marche. Bon bah écoute, je suppose que t'as un truc à rajouter. Là, l'idée globale a été bien amenée. L'objectif, c'était un petit peu de montrer, pour ma part, l'intérêt de justement de travailler sa force. Je pense qu'on l'a bien amené. Donc s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. S'il y a des personnes qui veulent les coordonnées d'Antonin pour avoir un suivi sur Bordeaux, et sur Bordeaux tout seul, hein, tu voyages pas. Non, je voyage pas, je fais du distanciel. Il y a un boug à Dubaï qui est... Non, tu fais du distanciel aussi. Ouais, je peux faire du distanciel. Donc bah, si vous voulez avoir un coach perso pour l'Aerox, n'hésitez pas à demander à Anto. Je mettrai son Instagram dans la description. Si la programmation dont moi je vous ai parlé vous intéresse, il y aura également le lien dans la description. Donc ça s'appelle Aerox Build. Donc vous verrez, il y a différentes phases pour la pré-compète. Donc M-3, M-2, M-1. Et puis après, bah, il n'y a plus qu'à vous dire à plus. Moi, je vais aller faire ma séance. Toi, tu vas aller faire une séance à Aerox, toi? Force. Force, moi aussi. Voilà. Voilà. Sur les jambes aujourd'hui. Ouais, bah, le haut du corps. Bon, allez, merci. Merci, Anto. Merci à toi. À plus.